Well, thank you very much, everybody. It's Merci à really tous. an honor. Speaker C'est Johnson, un grand honneur. Vice President Monsieur le Vance, Président, Monsieur le Vice-président First Lady of Vance, the United States, Madame la Première Dame des États-Unis, United States, Madame l'épouse du Vice-président, Congress, Mesdames et and Messieurs my les fellow membres Americans. du Congrès, Our mes chers nation is back. compatriotes. Bigger, better, Notre richer, pays and est de stronger retour, plus than fort, ever plus riche que before. jamais. Dans moins de 5 mois, nous allons célébrer un jalon historique de notre histoire, le 250e anniversaire de la fondation de le 250e anniversaire de notre nation. 250 ans de liberté, de progrès, une nation exceptionnelle, la plus exceptionnelle de l'histoire de l'humanité. Et vous n'avez encore rien vu. Nous allons faire de mieux en mieux. C'est véritablement l'âge d'or de l'Amérique. Il y a 12 mois, je me suis adressé à cette chambre. Je venais d'hériter d'un pays en crise, un pays avec une économie stagnante, de l'inflation à des niveaux records, une frontière grande ouverte, des chiffres terribles d'enrôlement dans l'armée et la police, une délinquance en explosion, des guerres et du chaos dans le monde entier. Ce soir, cependant, après seulement un an de mandat, je peux dire fièrement que nous avons transformé notre pays plus profondément que n'importe qui auparavant. C'est un tournant historique, véritablement un tournant historique. Nous n'allons jamais nous laisser retomber là où nous en étions. Notre frontière est sûre. Aujourd'hui, notre frontière est sûre. Le moral du pays est restauré, l'inflation s'effondre, les revenus sont en pleine augmentation, notre économie est rugissante, nos ennemis sont terrifiés, notre armée, notre police ont les personnels dont elles ont besoin, et nous sommes plus respectés que jamais. Pendant 4 ans, des millions et des millions d'immigrés clandestins ont traversé notre frontière sans aucun contrôle. C'est terminé. Aujourd'hui, nous avons la frontière la plus sûre de l'histoire américaine, et cela de très loin. Depuis 9 mois, aucun immigré clandestin n'est entré aux États-Unis. Cependant, une immigration légale restera toujours possible. Des gens qui aiment notre pays et qui vont travailler dur à sa prospérité. Les flux mortels de fentanyl se sont effondrés de 66%, de 56% en l'espace d'un an. Le taux d'homicide a plus décru, a connu sa plus forte décrue de l'histoire, de 125, la plus forte décrue depuis 125 ans. Donc, historique, avant même la naissance de mon père, Fred Trump. Bon, ça fait longtemps, je pense que ça ne lui ferait pas plaisir de l'entendre. L'administration Biden et ses alliés au Congrès nous ont laissé la pire inflation de l'histoire de notre pays. Mais en l'espace de 12 mois, l'inflation a été réduite à son point le plus bas depuis 5 ans, à 1,7%. Les prix du diesel avaient atteint 6 $ le gallon sous mon prédécesseur. Nous sommes maintenant à 2,2 $ dans certains États et même 1,9 $ le gallon. Lorsque j'étais dans l'Iowa il y a quelques semaines, j'ai même vu des prix de 1,85 $ le gallon de diesel. Les taux pour les emprunts sont également en baisse. Les ménages économisent des milliers d'euros. Bon. La baisse des taux d'intérêt va permettre de résoudre la crise immobilière causée par Biden. Et pour la première fois, les propriétaires les moins fortunés se sentent riches et nous allons protéger la valeur de leurs biens. Et nous allons faire en sorte que cela continue. La bourse a franchi un nouveau record, le 53e record. Nous dynamisons ainsi les comptes épargne retraite des Américains. Depuis en 4 ans, l'administration précédente n'a fait entrer que 1 000 milliards de dollars aux États-Unis. En 12 mois, nous avons reçu des engagements à hauteur de 18 000 milliards en provenance du monde entier pour investir dans notre pays. Réfléchissez-y. En 12 mois, à peine 1 000 milliards, et en un an, 18 000 milliards. Voilà toute la différence qu'un président peut faire. Il y a peu, encore nous étions un pays mort. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus attrayant du monde, le meilleur pays du monde, et de loin. Des milliers d'entreprises
Des milliers d'usines sont en cours de construction, des milliers d'emplois industriels sont créés. C'est absolument incroyable. La production de pétrole augmente à plus de 600 000 barils par jour. Et avec notre nouvel ami, le Venezuela, nous sommes en mesure de produire 80 millions de barils par jour. La production de gaz naturel est un pic, car j'ai tenu ma promesse. Drill, baby, drill, forer, forer, forer. Le taux de chômage est le plus bas de l'histoire de notre pays. Il y a plus d'Américains en emploi. 100% des emplois créés sous mon administration l'ont été par le secteur privé. Nous avons mis fin aux politiques de diversité et d'inclusion aux États-Unis. Nous avons mis fin à un certain nombre de réglementations et nous avons distribué 2,4 millions, c'est un chiffre record, de tickets d'un endroit à l'alimentation gratuite. Mesdames et messieurs les membres du Congrès, l'état de notre union, l'état de notre pays est excellent, il est fort. Notre pays est de nouveau en train de gagner et nous ne savons même plus quoi faire de tout ce que nous gagnons. Les gens me disent, Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est trop de victoires, nous n'avons pas l'habitude de gagner autant. Jusqu'à vous, nous étions habitués à perdre, mais avec vous, on gagne. Et je leur dis, non, vous allez gagner de plus en plus. Et pour le prouver, ce soir, il y a un groupe de vainqueurs qui a rendu tout le pays très fier. L'équipe masculine de hockey sur glace qui vient de remporter la médaille d'or des Jeux Olympiques. C'est la première fois que les démocrates se lèvent. Même pas tous, même pas tous les démocrates. Ils ont battu dans le temps additionnel une excellente équipe canadienne. Et bientôt, j'accueillerai aussi l'équipe féminine à la Maison-Blanche. Ils m'ont déjà rendu visite dans le bureau ovale, je le répète, félicitations à l'équipe des États-Unis. Et je leur ai demandé de voter pour savoir s'ils voulaient venir. Je n'ai jamais vu un joueur de la qualité de ceci. 86 tirs au but. Et je lui ai demandé s'il s'était entraîné pour faire toutes les pirouettes. Il a refusé de répondre. Les membres de cette équipe sont très heureux d'entendre, sur la base de leur vote et du mien, que je remettrai à Connor la plus haute décoration civile qui a déjà été décernée à un certain nombre d'athlètes, 12 en fait. La plus haute distinction civile de notre pays, la médaille présidentielle de la liberté. Les meilleurs athlètes. Vous le méritez. Et j'ai dit, si n'importe lequel d'entre vous dit non, je ne le fais pas. Ils ont tous dit oui. Bravo. Vous êtes une équipe de champions exceptionnelle. Je suis très heureux d'annoncer que ce sera en Amérique que la flamme olympique sera allumée la prochaine fois en 2028, les Jeux Olympiques d'été de Los Angeles. Je crois que nous allons faire du très bon travail. Los Angeles sera en sécurité, comme Washington. Washington est l'une des villes les plus sûres du pays. Cette année, et j'ai eu les deux,
J'ai obtenu les deux durant mon premier mandat. Et j'étais un peu triste puisque je ne pensais pas être président quand les événements auraient lieu. Mais voilà, des choses étranges ont eu lieu. Et je suis président pour les Jeux Olympiques et pour la Coupe du Monde de foot de 2026. Et le 250e anniversaire des États-Unis, bon, ça se passe pendant mon mandat, je n'y peux rien. Quoi qu'il en soit, deux événements importants qui vont avoir lieu aux États-Unis, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Ce sont de très bonnes nouvelles. Cette année sera une année de célébration de notre pays et des héros qui lui ont conservé sa liberté. Des hommes comme Bonnie Tiger, un volontaire de 27 ans, de 17 ans, qui a servi dans le Pacifique sous Douglas MacArthur durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est battu durant la bataille de Manille, qui s'est battu, a été blessé lourdement par une mitrailleuse ennemie. Il y a 81 ans, il a libéré, précisément ce jour, le plus grand camp d'internement de prisonniers. On lui a remis, il a été décoré de la Purple Heart. Il est dans la galerie et il célébrera en juillet son 100e anniversaire. Vous êtes un homme courageux et nous vous rendons hommage. Votre esprit est exemplaire. Je me rappelle aussi des inondations au Texas qui ont fait des dévastations en l'espace de quelques minutes et qui ont fait de nombreux morts. Millie Claim, 11 ans, a fermé les yeux et elle a prié car elle pensait qu'elle allait mourir comme d'autres. Ses prières ont été entendues car Scott Roskin, un sauveteur, est descendu de son hélicoptère pour la sauver. C'était la première mission de Scott, un homme jeune mais courageux, de très bon niveau, qui a aidé Millie Kate, mais également 160 autres personnes afin de les emporter et de les mettre en sécurité. Les gens observaient Scott à distance et ils n'en revenaient pas. Le vent soufflait, la pluie battait. Il y a eu une crue, éclair, et tout le monde a dit « Waouh !» Eh bien ce soir, Scott et Millie Kate sont ici, ensemble, réunis, pour la toute première fois. Merci Scott, merci Millie Kate. Et, monsieur, je tiens à vous informer aujourd'hui que je vous remets la Légion du Mérite pour cet acte héroïque extraordinaire. Merci. Si vous pouvez vous occuper de cela, merci beaucoup. Occupez-vous de cet homme important. De 1776 à aujourd'hui, chaque génération d'Américains a fait front pour défendre la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. C'est ce que l'on va faire pour la prochaine génération. C'est notre tour de le faire. Nous construisons une nation où chaque enfant a la possibilité d'aller toujours plus loin, plus haut, où la réponse du gouvernement, où le gouvernement est tenu de rendre des comptes à la population, où les droits et les intérêts des citoyens sont notre priorité absolue. Voilà la dette que nous devons aux héros qui nous ont précédés. C'est la promesse que nous devons tenir pour les États-Unis pour ce 250e anniversaire. L'année dernière, j'ai encouragé ce congrès à lancer cette mission en votant la plus grande coupe d'impôt, réduction d'impôt de l'histoire, et la majorité républicaine a été au rendez-vous. Merci beaucoup. Tous les démocrates, chacun de ces démocrates a voté contre cette loi très importante et nécessaire, cette réduction d'impôt importante et nécessaire. Une augmentation générale des impôts. Mais nous avons tenu bon. Et grâce à cette grande belle loi, eh bien, il n'y a plus d'impôts sur les heures supplémentaires, sur les pourboires et sur les aides sociales. Les intérêts sur les prêts pour l'achat d'un véhicule sont à présent déductibles des impôts uniquement si le véhicule a été fabriqué aux États-Unis. Récemment, en Pennsylvanie, j'ai rencontré Megan Menghauser, une mère dévouée qui faisait l'école à la maison à ses enfants, deux superbes enfants. Pendant la journée, elle s'occupait des enfants. Le soir, elle était serveuse. Son mari travaillait. Il s'occupait d'engins assez gros. Megan est ici ce soir et elle est heureuse de vous dire que, eh bien, elle a beaucoup plus d'argent aujourd'hui parce que les pourboires ne sont plus imposables, les heures supplémentaires ne sont plus imposables et elle reçoit une aide pour ses enfants que les démocrates lui
a été refusée. Et grâce à cela, eh bien, ils ont $5 000 de plus. Elle a pu réduire sa fiche d'imposition de moitié également. Meghan, levez-vous, on se bat pour vous. Merci Meghan. On se bat pour vous. Les parents comme Meghan peuvent également activer le nouveau compte Trump pour leurs enfants. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom. Personne ne me croit, mais le nom ce n'était pas mon idée. C'était l'idée d'un homme très grand qui est là au 3e rang. Un homme très sympathique. Des comptes d'investissement non imposables pour tous les enfants aux États-Unis. C'est très spécial. C'est quelque chose qui a été lancé et qui a rencontré un franc succès. Et ce sera grâce au Trésor et à des personnes telles que Michael et Susan Dell qui ont donné $6 250 millions pour financer les comptes Trump pour 25 millions d'enfants américains. C'est grâce à eux tout cela. De formidables personnes. Et j'ai demandé à Michael, comment t'as fait pour avoir autant d'argent? Et bien il m'a dit, oh, j'étais à l'internat, à l'école, et je travaillais sur des ordinateurs, j'ai commencé à en vendre, et j'ai continué à vendre des ordinateurs comme ça, encore et encore. C'est une histoire incroyable, c'est le rêve américain. Il a vendu beaucoup d'ordinateurs, des ordinateurs portables, alors je l'ai félicité pour cette initiative, mais vraiment je le remercie, lui et Suzanne, ainsi que d'autres personnes comme Brad Gerson, un homme extraordinaire également, qui était derrière ce projet dès le début. Merci beaucoup Brad. Grâce à ces contributions, eh bien, ces comptes pourront atteindre $100 000 une fois qu'ils auront atteint 18 ans. C'est incroyable. C'est incroyable pour une personne qui commence avec rien. Plus de $100 000, ça pourrait être même bien plus grâce à ces modestes contributions. Nous investissons dans l'avenir de nos enfants. Alors, allez sur trumpaccount.com pour investir dans vos enfants. Il y a beaucoup de personnes qui le font. On a battu tous les records. C'est très populaire. Je suis vraiment très fier de toutes les personnes qui ont lancé ce programme. À présent, ce programme a décollé. L'une des principales raisons pour lesquelles notre pays a un si beau tournant économique, le plus grand tournant économique avec le Dow Jones qui a battu les 50 000 avec beaucoup d'avance et le S&P à 7 000. Alors, il n'était pas censé atteindre ce niveau avant plusieurs années. Eh bien, la principale raison, c'était les droits de douane. J'ai utilisé ces droits de douane. Nous avons gagné des centaines de millions de dollars grâce à ça pour passer de très bons accords économiques et autres pour notre pays. Tout fonctionnait très bien. Les pays qui nous arnaquaient depuis des décennies, à présent, nous payent des centaines de milliards de dollars. Ils nous ont arnaqués pendant très longtemps. Tout le monde le sait. Même les démocrates le savent. Ils ne souhaitent tout simplement pas le dire. Et pourtant, ces pays aujourd'hui font la fête. Et nous sommes heureux également parce que nous avons conclu des accords. Les accords sont conclus, mais ces pays sont heureux. Bon, ils ne gagnent pas autant d'argent qu'avant. On gagne beaucoup d'argent, nous. Il n'y a pas d'inflation, il y a de la croissance et 22 prix Nobel et experts économiques se sont trompés. Et il y a 4 jours, malheureusement, une triste décision de la Cour suprême est arrivée. Une décision très malheureuse. Mais la plupart des pays et des entreprises souhaitent conserver les accords qui ont été signés malgré ce verdict, sachant que le pouvoir juridique que j'ai en tant que président fait que je pourrais conclure un nouvel accord qui serait moins bon pour eux. Et donc, ils vont continuer à travailler sur la base de notre accord précédent avant l'implication malheureuse de la Cour suprême. Donc, malgré ce verdict malheureux, eh bien, ces pays très puissants vont continuer à nous donner beaucoup d'argent. Nous allons pouvoir continuer à protéger la paix. J'ai réglé beaucoup de paix grâce à la menace des droits de douane. Je n'aurais peut-être pas été en mesure de faire taire ces guerres. Les droits de douane vont rester en place jusqu'à ce que nous vérifions les traités. Les traités sont un peu complexes, mais nous allons trouver une solution qui sera encore plus solide qu'auparavant. Une action du Congrès ne sera pas nécessaire. Nous avons déjà tout approuvé et je pense que les droits de douane payés par les pays étrangers vont, comme par le passé, largement remplacer les systèmes modernes d'impôt sur le revenu, ce qui va alléger le fardeau financier qui pèse sur les épaules de celles et ceux que j'aime tant. À l'avenir, les usines, les emplois, les investissements, les milliers de milliards de dollars vont continuer à arriver aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Eh bien parce qu'enfin, nous avons un président qui place les États-Unis en premier. J'aime les États-Unis. Pendant des décennies avant mon arrivée, c'était l'inverse. Du commerce à la santé, à l'énergie, en passant par l'immigration, tous les secteurs étaient dans une impasse. Et les personnes qui travaillent dur pour rendre la grandeur à notre pays, qui font fonctionner notre pays, étaient bafouées sous Biden et ses partenaires corrompus au Congrès et au-delà. Eh bien, nous avons atteint un point de non-retour avec une frontière ouverte pour tout le monde, une arnaque écologique et des migrants ont envahi notre pays. Ils venaient des prisons, ils venaient des hôpitaux psychiatriques, c'était des assassins. Plus de 11 000 meurtriers qui sont arrivés dans notre pays à cause de Biden. Et il y avait une inflation débridée qui a coûté à une famille moyenne 34 000 $. Ces mêmes personnes dans cette chambre qui ont voté pour ces lois catastrophiques commencent à parler à présent de pouvoir d'achat. Ils parlent de pouvoir d'achat. Ils savent très bien que c'est à cause d'eux qu'il y a eu une augmentation des prix. Une augmentation des prix, c'est vous qui avez fait augmenter les prix. Vous êtes responsable.
de cette augmentation des prix. Ils savaient qu'ils mentaient, ils le savaient. Ils savaient que leurs déclarations étaient des mensonges éhontés. Leurs politiques ont créé une flambée des prix. Nos politiques font baisser les prix à présent. C'est la fin. Nous avons de très très bons résultats. Les prix s'effondrent à présent. Le prix des œufs a baissé de 60%. Madame la secrétaire, merci. Le prix du poulet, du beurre, des hôtels, des voitures, des loyers, tout cela est plus bas, de loin. Même le bœuf, qui était à un prix très élevé, commence à baisser. Ça a pris du temps, mais on y arrive. Et très prochainement, vous allez voir des chiffres que peu de personnes pensaient possibles. Il y a très peu de temps. Personne ne croit à cette baisse incroyable, le prix de l'énergie. Personne n'y croit. C'est comme une nouvelle réduction d'impôts. Par ailleurs, je traite une des plus grandes arnaques, le prix des soins de santé. C'est à cause de vous que la santé coûte si cher. Depuis que vous avez volé le Unaffordable Care Act, l'Obamacare, eh bien, il y a beaucoup de laboratoires qui se sont enrichis. Grâce à notre gouvernement leur a donné aux laboratoires des centaines de milliards de dollars par an et on a vu leur prix le cours de bourse augmenter de 1300, 1400, 1700%. On n'avait jamais rien vu comme cela. Voilà pourquoi j'ai introduit le grand plan de santé. Je souhaite arrêter tous les paiements aux grandes assurances santé. À la place de cela, eh bien, je vais donner de l'argent aux Américains directement afin qu'ils puissent se payer leur propre assurance santé qui coûtera bien moins cher. Par ailleurs, mon plan nécessite la plus grande transparence en termes de prix. Ça a l'air très simple en fait, mais c'est excellent. Et je l'ai fait pendant mon premier mandat et les démocrates immédiatement ont abrogé cette loi. Ils savaient très bien qu'ils faisaient quelque chose qui allait nuire à la population. Mais voilà ce qui s'est passé et à présent, eh bien, je reviens et je fais baisser le prix de l'assurance santé. Je mets également un terme au coût des médicaments sur ordonnance. Je baisse énormément le prix des médicaments sur ordonnance. Les autres présidents ont essayé de le faire, mais ils ont échoué. Ils ont essayé, la plupart n'ont même pas essayé d'ailleurs. Certains ont essayé, ils ont dit qu'ils essayaient, ils n'ont pas réussi, ils étaient loin. Ils ne faisaient que parler, du blabla, pas d'action, mais moi j'ai agi grâce à mon accord sur l'action, mon accord sur la nation favorisée. Eh bien, les États-Unis qui payaient le plus cher pour les médicaments sur ordonnance, aujourd'hui les États-Unis vont payer le moins cher et vont avoir les prix les plus faibles pour ces médicaments. Et ce soir, nous avons le premier client qui va pouvoir bénéficier de cette grande réduction, Catherine Rainer. Pendant 5 ans, elle et son mari ont eu des difficultés à cause d'une infertilité et donc ils se sont tournés vers la FIV. Un médicament coûtait $4 000 à Catherine, mais il y a quelques semaines, elle s'est connectée sur TrumpRx et elle a pu avoir le même médicament qui coûtait $4 000. Elle l'a eu pour moins de $500. Une réduction de plus de $3 500. Catherine, nous prions pour vous et vous allez être une formidable mère. Je demande à présent au Congrès de codifier ce programme de la nation favorisée. Je souhaite que ça devienne une loi, mais ce n'a pas d'importance parce que ça va être très très difficile à mon successeur de dire on va augmenter le prix des médicaments de 700 ou de 800%. Mais John et Mike, essayez de codifier ça et de traduire cela en loi. Parce qu'ils vont peut-être essayer. Il y a beaucoup d'Américains qui ont également peur de voir une augmentation du prix de leur électricité à cause de la consommation par les data centers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que j'ai négocié un nouveau taux, un engagement qui protège les taux. Cela permet aux grandes entreprises technologiques, cela oblige les entreprises technologiques de créer leur propre centrale électrique. Cela doit faire partie de leur usine afin que le prix de l'électricité n'augmente pour personne et très souvent le prix de l'électricité va baisser pour les communautés et de loin. Dans de grandes proportions, c'est une stratégie assez singulière qui n'a jamais été utilisée dans notre pays. Nous avons un vieux réseau qui ne pourrait pas gérer la quantité d'énergie nécessaire par les data centers. Donc j'ai autorisé ces entrepreneurs à créer leur propre centrale électrique. Cela permettra à ces entreprises d'avoir de l'électricité et en parallèle, cela fera baisser le prix de l'électricité pour vous. Et on peut parler de grandes baisses des prix de l'électricité. Quand vous vivez dans des petites villes, eh bien vous allez voir dans les prochaines années le prix de l'électricité baisser. Un autre pilier du rêve américain qui a été attaqué, c'est la propriété immobilière. Il y a une mère de 2 enfants qui vit à Houston. Elle avait essayé d'acheter une maison. Elle avait fait 20 offres et à chaque fois, eh bien, il y avait de grandes entreprises qui ont profité du marché, qui ont acheté la maison en espèces avant qu'elle puisse y avoir accès. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Voilà pourquoi le mois dernier, j'ai signé un décret afin d'interdire aux grands investisseurs de Wall Street d'acheter des résidences, d'acheter des maisons résidentielles. Et aujourd'hui, je demande au Congrès de rendre cette interdiction permanente.
C'est ce que l'on veut. On veut que les gens puissent acheter leur maison. On ne veut pas que ce soit les grandes entreprises qui les achètent. Les grandes entreprises s'en sortent déjà très bien. Donc, bon courage pour votre achat immobilier. Vous aurez très prochainement une maison. Nous essayons également de permettre aux Américains d'économiser pour leur retraite. Et sous cette administration, nous allons toujours protéger l'aide sociale et Medicare. Eux, les démocrates, ne protègent pas cela. Nous allons protéger cela pour nos seniors. Nos seniors auront toujours Medicare, Medicaid et une protection sociale. La balance des comptes épargne-retraite est bénéficiaire de plus de 30 000 $. Pourquoi? Car la bourse explose, les comptes épargne-retraite sont pleins. Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas accès à des plans d'épargne-retraite avec abondement à part égale de l'employeur. J'annonce que l'an prochain, mon administration donnera à ces travailleurs oubliés qui construisent notre pays, leur donnera accès au même plan retraite que ceux auxquels ont accès les fonctionnaires fédéraux avec un abondement de 1 000 $ par an, afin que tous les Américains puissent bénéficier de la bourse, en n'oubliant pas que nous ferons tout ce qu'il faut pour que les membres de ce congrès ne puissent plus faire de délit d'initié en spéculant sur la bourse. Ils se sont levés, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Est-ce que Nancy Pelosi s'est levée? Pass the Stop Insider Trading Act without delay. Stop au délit d'initié de la part du Congrès. Il faut que cette loi passe. Je ne sais pas si de ce côté-là on allait applaudir. Bon, je suis impressionné. La corruption pille les États-Unis. Il n'y a pas de meilleur exemple que ce qui s'est passé au Minnesota. Les membres de la communauté somalienne ont pillé à hauteur de 90 milliards d'euros volés aux contribuables américains, selon mes informations. Alors qu'en vérité, ces chiffres sont encore plus élevés. La Californie, le Massachusetts, le Maine sont dans des situations encore plus difficiles. C'est le type de corruption qui déchire le tissu social d'un pays. Il y a 4 mois, depuis 4 mois, nous conduisons une guerre contre la corruption qui est menée par, je l'annonce, notre vice-président J.D. Vance. Il va y arriver. Il y a toute cette fraude et sans cette fraude, nous aurions un budget équilibré. Sans cette fraude, les pirates somaliens qui ont attaqué le Minnesota nous ont rappelé qu'il y a des parties du monde où l'absence d'état de droit et la corruption sont la norme et pas l'exception. Nous importons ces cultures à cause de l'immigration et car nous n'avons pas de frontières, nous les importons aux États-Unis et in fine, ce sont les contribuables américains qui payent le prix via les frais de santé, via les impôts et surtout à cause de la délinquance. Nous allons nous occuper de ce problème, nous allons nous en occuper. Dalila Coleman n'avait que 5 ans en juin 2024. Elle a été tuée dans un accident de voiture par un immigré clandestin entré sous Biden qui avait reçu, dans le cadre des législations de la Californie, un permis de conduire. Dalila, les docteurs l'ont dit, ne peut plus ni parler ni marcher. Elle ne pourra plus manger, mais elle est au CP, elle est présente avec son père, Marcus. Bravo Marcus, vous êtes une source d'inspiration. Merci Dalila. La plupart de ces immigrés clandestins ne parlent pas anglais et ne sont même pas en mesure de lire la signalisation routière sur la vitesse ou les localisations. C'est pourquoi je demande au Congrès de passer une loi Dalila afin que les immigrés clandestins ne puissent plus avoir de permis de conduire, de permis poids lourd. Hier, vous l'avez vu à la Maison-Blanche, j'ai accueilli une cérémonie avec des Américains qui ont perdu des proches à cause des immigrés clandestins, des gens qui sont rentrés dans notre pays. Comment avons-nous pu le permettre? Les mères saintes que les médias et le pouvoir politique ont ignoré. Elisabeth Medina devait participer à la parade de Noël dans sa ville, mais sa mère Jacqueline est rentrée à la maison. Elle l'a trouvée en sang dans la baignoire après avoir été poignardée à 25 reprises, morte. Elisabeth a été tuée par un immigré clandestin déjà arrêté qui s'est infiltré dans sa maison et qui l'a massacrée. Il a éteint la lumière la plus vive
au cœur d'une famille. C'est une mère brisée qui est dans la galerie ce soir pour nous rappeler pourquoi nous expulsions des immigrés clandestins et pourquoi nous le faisons à des chiffres et pourquoi nous le faisons à une vitesse record. Et nous voulons qu'ils partent et qu'ils partent vite. Merci Jacqueline. Nous ne pouvons pas oublier que beaucoup ici ont non seulement permis l'invasion par la frontière avant que je m'en occupe, mais qu'ils le referaient s'ils étaient réélus. Ils rouvriraient les frontières et ils laisseraient de nouveau passer les pires criminels du monde. La seule chose entre les Américains et une frontière grande ouverte, actuellement, c'est le président Donald J. Trump et les patriotes républicains du Congrès. En ce moment même, les démocrates de cette Chambre ont coupé les financements au ministère, au département de la Sécurité nationale. Ils ont institué une nouvelle paralysie budgétaire. La première nous a coûté 2 points de PIB, ce qui a probablement fait leur bonheur. Nous avons fermé l'agence qui est responsable de protéger les Américains des terroristes et des meurtriers. Ce soir, je demande la remise en place immédiate de la sécurité intérieure des États-Unis. Cela concerne également le ramassage de la neige dans les rues, car cela n'est plus possible. Personne n'est payé à cause de la paralysie. Il y a des tempêtes de neige très importantes. Cela ne peut pas, nous ne pouvons pas aider les gens. Grâce à l'État de l'Union, les Américains peuvent voir véritablement ce que leurs représentants font et ce en quoi ils croient. J'invite tous les législateurs à se joindre à mon gouvernement afin de réaffirmer un principe fondamental. Si vous êtes d'accord avec cette déclaration, levez-vous et montrez que vous êtes d'accord. Le premier devoir du gouvernement américain consiste à protéger les citoyens américains et non pas les immigrés clandestins. Quelle honte! Honte à vous. Vous devriez être debout. Honte à vous. C'est pourquoi je vous demande également de mettre fin aux villes sanctuaires qui protègent les criminels. Et je vous demande de sanctionner les fonctionnaires et les élus qui bloquent ces politiques. Les gens qui protègent des meurtriers de notre pays, ils nous bloquent et ils nous empêchent d'expulser ces gens hors de notre pays. Honte à vous. Et peut-être la chose la plus importante, je vous demande d'approuver le Save America Act, afin d'empêcher les clandestins et autres, afin de les empêcher de voter dans nos élections sacrées. La fraude est rampante. C'est simple. Chaque électeur doit avoir une carte d'électeur. Tous les électeurs doivent montrer qu'ils sont des citoyens américains pour pouvoir voter. Plus de votes par correspondance pipée, sauf pour cause de voyage ou en cas de poste dans l'armée à l'étranger. Je pense que ça devrait être facile. 89% des gens sont pour, y compris les démocrates. Et même le nouveau maire communiste de New York est pour. Bon, il est sympa, même s'il fait n'importe quoi. Bon, il veut que les gens évacuent la neige, mais voter aux États-Unis est un immense privilège, il faut en justifier. Les démocrates, les républicains sont massivement d'accord sur ce point. Nous l'avons. Je demande que le Congrès mette en place et adopte ce texte salvateur, très rapidement. Et pourquoi refuse-t-il ? Pourquoi le refuse-t-il ? Pour une simple et bonne raison, car ils veulent tricher. Il y a toujours une raison. Ils trouvent des excuses, c'est raciste. Quelle imagination! Ils veulent tricher, ils ont triché, et leur politique est si mauvaise qu'ils ne peuvent l'emporter qu'en trichant, et il faut que nous y mettions fin. Encore une opportunité de faire preuve de bon sens. Dans la galerie, Serge Blair et sa mère Michelle sont présents. Ils ont vu des fonctionnaires de l'école ont tenté de la faire transitionner et d'en faire un garçon sans que ses parents le sachent. Incroyable. Elle s'est enfuie de chez elle avant d'être trouvée au Maryland dans une situation terrible et un juge de gauche a refusé de rendre Sage à ses parents car il n'avait pas déclaré immédiatement que leur fille était en fait un fils. Sage a été jetée
dans un foyer et a souffert terriblement pendant longtemps. Aujourd'hui, heureusement, cela est terminé. C'est une jeune femme fière avec une bourse à la Liberty University. Merci d'avoir eu ce courage. Franchement, qui pourrait imaginer qu'on parle de choses comme ça? Il y a 15 ans, quelqu'un... On se serait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans de nombreux États, cela s'est passé sans que les parents le sachent. Personne ne devrait avoir le droit d'arracher leurs enfants à leurs parents pour leur assigner un nouveau genre. C'est incroyable. Il faut que cela soit interdit et il faut que cela soit interdit tout de suite. Ces gens sont dingues. Ils sont fous. Ils ne se lèvent pas. On a de la chance d'avoir encore un pays. Les démocrates détruisent notre pays. Ils étaient en train de détruire notre pays, mais nous y avons mis un terme. Personne ne cherche plus à défendre la jeunesse américaine, plus que notre première dame. Maintenant, en plus, c'est une star de cinéma. Qui l'aurait cru? Depuis un an, elle a été une ambassadrice de la législation sur un certain nombre de points. Elle a lancé un fonds de soutien à la jeunesse qui a reçu un soutien bipartisan. Elle a davantage de soutien des démocrates que moi, qui n'en ai aucun. Il faudra que tu m'expliques un jour comment tu fais. Les étudiants, les éducateurs dans différents États se sont joints à ces efforts, en particulier sur le défi pour faire en sorte que nous relevions les défis dans l'intelligence artificielle. J'accueille aujourd'hui deux jeunes gens, Sia Burns et Everest Nevermont, qui ont bénéficié des efforts de la Première Dame. Merci à eux, merci à Melania. Je suis très fier de dire que sous mon mandat, les 4 premières années, et en particulier cette dernière année, il y a eu un grand renouveau de la foi, de la chrétienté, de la croyance en Dieu. Un incroyable renouveau, en particulier chez les jeunes. Et c'est en grande partie grâce à mon très bon ami, Charlie Kirk, un formidable homme. L'année dernière, Charlie a été assassiné violemment par un meurtrier. C'est devenu un martyr, hein. Il est mort pour ses croyances. Et sa sublime femme Erika est avec nous ce soir. Erika, levez-vous, je vous prie. Merci Erika. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. En l'honneur de Charlie, eh bien, nous nous réunissons pour réaffirmer le fait que les États-Unis sont une nation sous Dieu et nous devons rejeter la violence politique sous toutes ses formes. Nous aimons la religion et nous aimons ce retour de la religion. La religion revient à des niveaux jamais pensés possibles. C'est vraiment très très beau à voir. Et surtout, eh bien, pour tenir la promesse des États-Unis, il faut que nos rues soient sûres. Nous avons fait de grands progrès et pourtant il y a des meurtriers qui continuent d'être libérés par des démocrates qui sont pour la criminalité. Encore et encore, ils sont libérés. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de voir avec nous une femme qui a traversé un enfer, Anya Zerotska. En 2022, elle et sa sublime fille, une très belle petite fille, quelle belle femme, ont fui l'Ukraine déchirée par la guerre pour retrouver des proches à Charlotte, dans la Caroline du Nord. Et qu'est-ce qui se passe dans cette ville? L'été dernier, Irina, 23 ans, était dans le train lorsque un monstre fou qui avait été arrêté plus de 10 fois et qui avait été libéré sans aucune caution s'est jeté sur elle et l'a poignardée à plusieurs reprises. Il y avait des personnes présentes dans ce train et personne n'oubliera jamais l'expression de terreur sur le visage d'Irène lorsqu'elle a regardé son assaillant dans les dernières secondes de sa vie. Elle avait échappé à une guerre brutale pour être assassinée, pour être tuée par un fou qui avait été libéré et à qui on a autorisé de tuer aux États-Unis à cause de la politique de la frontière ouverte. Madame, ce soir, je vous promets une chose, votre fille sera vengée. Justice lui sera rendue. Et aucun ne s'est levé de ce côté. Comment pouvez-vous ne pas vous lever? Je demande au Congrès de voter des lois strictes et dures afin de s'assurer que les récidivistes soient placés derrière des barreaux, en particulier qu'ils restent derrière les barreaux. L'été dernier, j'ai déployé la garde nationale et les forces fédérales de l'ordre afin de restaurer le droit et l'ordre dans nos villes les plus dangereuses, y compris Memphis dans le Tennessee. Beaucoup de succès dans cette ville. La Nouvelle-Orléans, Louisiane, une fois de plus, le succès était au rendez-vous, et la capitale de notre nation elle-même, Washington DC. Là où aujourd'hui il n'y a pratiquement aucune criminalité. Comment on a réussi à faire ça? La criminalité à Washington est à un niveau record, à un niveau très très bas. Les homicides à Washington DC ont baissé de près de 100% par rapport à il y a un an. Ils n'aiment pas entendre ça. Ce sont des fous, vraiment.
Un soldat qui a participé à ce tournant était Sarah Baxter, une experte de la garde nationale. Après 4 mois de déploiement, elle a prolongé son service. Elle s'en sortait très très bien, son père était fier d'elle. Mais le lendemain, elle était en train de patrouiller près de la Maison Blanche et elle a été victime d'une embuscade. Un monstre terroriste d'Afghanistan lui a tiré une balle dans la tête. Il n'aurait jamais dû être dans notre pays. Tout cela parce qu'elle portait l'uniforme de notre nation. On lui a tiré dessus. Cet homme a voyagé ici parce qu'il n'aimait pas les personnes qui portent notre uniforme. C'était un fou, il était dérangé, il n'aurait pas dû être dans notre pays. Sarah Baxter est morte pour défendre notre capitale et c'est un honneur pour nous d'avoir parmi nous Gary et Evelyn, ses parents. Votre fille était une véritable patriote. Elle va énormément nous manquer. C'était une formidable personne. Était Andrew Wolf. Le terroriste lui a tiré dans la tête. Personne ne pensait qu'il pourrait s'en sortir. Sarah et lui ont reçu une balle dans la tête. Ils ont été agressés violemment. On ne pensait pas qu'ils allaient survivre. Mais sa formidable mère, Mélanie, à qui j'ai parlé ce soir même, elle était convaincue que son fils n'allait pas s'en sortir. Elle était convaincue que son fils allait s'en sortir. Les médecins n'y croyaient pas, mais c'était incroyable. Elle était convaincue qu'il allait s'en sortir. Il n'avait pratiquement aucune chance de survie. Et elle a dit, je n'en ai aucun doute, monsieur, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. C'est une conversation que j'ai eue ce soir-là. Et son fils était allongé, couvert de sang, à l'hôpital. Tout le monde a prié, tout le monde priait, disait-elle. Et elle m'a dit, monsieur, il va s'en sortir. Les médecins ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Et après avoir lu les résultats, les dégâts qui avaient été causés à son cerveau, les médecins pensaient qu'elle ne saisissait pas la gravité de son état, mais en fait, elle a eu raison. Incroyable histoire. D'où vient cette femme? C'est la femme la plus optimiste, la plus positive que j'ai jamais rencontrée. Avec l'aide de Dieu, Andrew a pu s'extirper des griffes de la mort et vraiment il était à l'agonie. Et il a pu se rétablir. C'était un rétablissement miraculeux et je vois qu'il est très élégant, un beau jeune homme. Merci beaucoup, Andrew. Merci beaucoup. Alors, je vais à présent demander à un général très respecté, James Stewart, de présenter à cet homme, à la famille de Sarah Baxter, une récompense qui a été créée par George Washington lui-même, le cœur pourpre, Purple Heart. Nous vous aimons tous, nous vous aimons. Nous restaurons fièrement la sécurité pour les Américains aux États-Unis et nous restaurerons également la sécurité pour les Américains à l'étranger. Notre pays n'a jamais été aussi fort, mais en 10 mois, j'ai éteint 8 guerres, y compris celle avec le Cambodge. Vous êtes fous, vraiment. Le Cambodge et la Thaïlande. La guerre entre le Pakistan et l'Inde. Ça aurait été une guerre nucléaire. 35 millions de personnes auraient péri, selon le responsable du Pakistan. Le Kosovo a servi Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Congo, Rwanda et bien évidemment la guerre à Gaza. Je tiens à remercier Steve Witkoff et Jared Kushner pour votre aide. Merci Steve, merci Jared. Et je tiens également à remercier le secrétaire d'État, Marco Rubio, leur patron. Marco a reçu 100% des votes pour sa confirmation. Certains démocrates disent « Je n'en reviens pas qu'on ait accepté cette personne, mais c'est un honneur, j'imagine, pour lui d'avoir été confirmé. Vous faites du très bon travail en tant que secrétaire d'État. Sous le cessez-le-feu que j'ai négocié, chaque otage vivant comme mort a été rapatrié. Personne ne pensait que c'était possible. Les parents qui avaient un fils mort, ils voulaient récupérer sa dépouille. C'était une période assez incroyable. Nous avons récupéré tous les otages, beaucoup d'otages vivants. Et les 20 allaient être difficiles à rapatrier, mais nous avons récupéré beaucoup d'otages, des centaines d'otages. Et j'ai dit, ces 20 derniers vont être difficiles à rapatrier. On a pu les rapatrier. On a pu en rapatrier 14 ou 15 morts sur 28. Et vous savez, le Hamas a travaillé main dans la main avec Israël. Ils ont creusé. C'est difficile. Ils ont découvert tous les corps, une centaine de corps.
C'était difficile. Et ils ont enfin trouvé les 27. Et Steve et Jared ont pu, grâce à eux, on a pu trouver les 28 otages. Personne ne pensait que c'était possible, mais nous avons réussi. Et je me souviendrai toujours des familles des 28 otages. Ces familles étaient en deuil, mais heureuses également, heureuses autant que être heureux est possible dans cette situation. Ils ont récupéré leur petit garçon. Ils m'ont dit, monsieur, nous avons récupéré notre petit garçon. Quelle terrible épreuve, mais nous avons au moins sa dépouille. Et nous travaillons dur pour mettre un terme à cette 9e guerre, les massacres entre les Ukrainiens et les Russes, où 25 000 soldats meurent chaque mois. 25 000 soldats qui meurent chaque mois. Une guerre qui n'aurait jamais éclaté si j'avais été président à l'époque, elle n'aurait jamais commencé. En tant que président, je vais pouvoir créer la paix partout. Je n'hésiterai jamais à rejeter toutes les menaces contre les États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis et l'armée des États-Unis ont annihilé le programme d'armement nucléaire de l'Iran grâce à l'opération Midnight Hammer. Pendant des décennies, la politique des États-Unis a toujours été d'empêcher l'Iran de posséder l'arme atomique. Pendant de nombreuses décennies. Depuis qu'ils ont pris le contrôle de cette nation fière, eh bien, le régime et ses supplétifs meurtriers n'ont fait que propager la terreur, la haine et la mort. Ils ont tué et blessé des milliers de soldats américains, des centaines de milliers et même des millions de personnes avec des bombes clandestines, des bombes improvisées, des bombes artisanales. C'était les rois des bombes artisanales et nous nous sommes débarrassés de Soleimani. Je l'ai fait pendant mon premier mandat et ça a eu un énorme impact. C'était le père de ce genre de tactique. Et ces derniers mois, il y a eu des manifestations et le régime a tué environ 32 000 manifestants abattus dans leur propre pays. Ils leur ont tiré dessus, ils les ont pendus. Nous les avons empêchés d'en pendre un bon nombre avec la menace d'une attaque sérieuse. Mais ce sont des personnes vraiment atroces. Elles ont déjà développé des missiles qui leur permettent de menacer l'Europe et des nations à l'étranger. Ils risquent de développer des missiles ils auraient pu déployer des missiles contre les États-Unis. Grâce à Midnight Hammer, eh bien, ils ne vont pas pouvoir relancer leur programme d'armement nucléaire. S'ils continuent, eh bien, nous allons recommencer. Nous avons déjà détruit leur programme, nous pouvons le refaire. Et ils continuent à poursuivre leur ambition sinistre. Nous sommes en négociation, ils souhaitent trouver un accord, mais nous n'avons pas entendu les mots secrets, à savoir, nous n'aurons jamais d'armes atomiques. Je préférerais résoudre ce problème par la voie diplomatique, mais une chose est certaine, c'est que je ne permettrai jamais au plus grand sponsor du terrorisme d'avoir une arme atomique. Aucune nation ne pourrait oublier la résolution des États-Unis. Nous avons la plus grande armée, nous avons reconstitué notre armée pendant mon premier mandat, nous allons continuer à renforcer notre armée et il y a un budget de plusieurs milliers de milliards de dollars. Nous n'avons pas le choix, nous devons être forts car, je l'espère, nous n'aurons pas à utiliser cette magnifique puissance que nous avons constituée. C'est ce que l'on appelle la paix grâce à la force. C'est une tactique qui s'est avérée très efficace. Grâce aux républicains au Congrès, eh bien, nous investissons énormément dans la défense pour les États-Unis, pour l'armée américaine, et nous créons également énormément d'emplois, mais nous ne le faisons pas pour créer des emplois, nous le faisons parce que, de toute façon je l'ai dit, nous avons un taux d'emploi au plus haut, et les pays de l'OTAN, nos amis, nos alliés, ce sont des amis, ce sont des alliés, ils sont convenus, grâce à ma demande appuyée, de payer 5% du PIB pour les dépenses dans la défense, plutôt que les 2% qu'ils ne payaient déjà pas. C'est nous qui payons pratiquement toute la facture. À présent, ils payent 5% par rapport à avant où ils ne payaient même pas 2%. Arriver à 5% était quelque chose que peu de personnes pensaient possible. Et nous avons réussi très facilement, ça a pris une seule réunion. Une grosse différence entre 2% non payés et 5%. Nous payions beaucoup. À présent, c'est 5% et ils payent. Nous avons envoyé beaucoup d'équipements à l'Ukraine et c'est l'OTAN qui nous paye. Ils nous payent pratiquement intégralement. Chaque branche de notre armée bat des records en termes de recrutement. C'est formidable. Chaque soldat vient de recevoir un dividende de combattant de plus de $1 700. $1 776. Voilà, cet argent vient des droits de douane. Nous avons beaucoup plus d'argent que ce que les gens imaginent. Il faut qu'on y revienne. Et donc il a fallu que j'approuve. On m'a demandé 1775. Je dirais, attendez, pour $1 de plus, on peut avoir un compte de 1776. Allez, 1776, $1 de plus pour tout le monde. Ça sonne mieux. Il y a...
Ça, c'était il y a 4 mois. J'ai jamais rencontré un soldat qui ne me remercie pas pour cela. Donc, 1776 $ de prime. Nous aimons notre armée, nous aimons notre police, nous aimons nos pompiers. Vous savez, on ne parle pas assez des pompiers, mais nous les aimons beaucoup. Nous restaurons également la sécurité et la domination des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Nous cherchons à nous protéger de la violence, de la drogue, des ingérences étrangères. Pendant longtemps, des pans entiers de territoires, y compris des morceaux entiers du Mexique, ont été contrôlés par des cartels de la drogue meurtriers. C'est la raison pour laquelle j'ai désigné ces cartels en tant qu'organisation terroriste. Le fentanyl est une arme de destruction massive. Grâce à notre nouvelle campagne militaire, nous avons empêché la drogue d'arriver par voie maritime et voie terrestre. Nous avons également tué leur industrie de la pêche. Personne ne veut plus aller pêcher. Nous avons également décapité un de leurs plus gros cartels, vous l'avez vu. Des forces spéciales américaines ont conduit une opération absolument exceptionnelle, une démonstration de force hors du commun. Et des dirigeants étrangers, je ne dirais pas qui, m'ont appelé et m'ont dit « Oh, Monsieur le Président, nous sommes très impressionnés. » Tout le monde a regardé sans bien y croire ses yeux. Je suis très fier d'eux. L'armée de l'espace est ma création, c'est mon bébé, pourrait-on dire. Les forces armées américaines ont surmonté toutes les défenses. Elles ont défait nos ennemis pour mettre fin au règne d'un dictateur, Nicolás Maduro, pour l'emmener et le traduire devant la justice américaine. Cette victoire a été colossale pour la sécurité des États-Unis. Cela ouvre la voie à une nouvelle ère plus positive pour le peuple du Venezuela. Nous travaillons de concert avec la nouvelle présidente Delcy Rodriguez afin que des bénéfices économiques mutuels puissent être produits. Le peuple vénézuélien a trop souffert. Alejandro González est présent, il a grandi au Venezuela, il était proche de son oncle Enrique, mais après qu'Enrique se soit présenté contre Maduro, il a été kidnappé par la police, mis en prison, une prison terrible de Caracas. Alejandro craignait de ne jamais revoir son oncle. Mais depuis le raid, le nouveau gouvernement a fermé cette prison et a relâché des centaines de prisonniers politiques. Il y en aura d'autres. Alexandra, votre oncle a été relâché, mais il est également ici ce soir pour célébrer sa liberté avec vous en personne. Enrique, vous pouvez venir. Merci Enrique. Profitez-en bien. Il y a eu beaucoup de héros en janvier qui ont capturé Maduro. Des héros. C'était très dangereux et ils nous attendaient, ils étaient prêts. Mais je veux mettre en avant l'effet d'un de nos héros qui entrera dans l'histoire de la valeur militaire, l'adjudant-chef Eric Slover, chef de bord du premier hélicoptère de la première patrouille, pilotant un Chinook, un magnifique hélicoptère de transport, transportant de nombreux soldats américains. Amy l'a béni, son épouse, avec de l'eau bénite avant qu'il ne parte. Le Chinook, sous le couvert de l'obscurité, est descendu sur la forteresse bien protégée de Maduro, protégée par des milliers de soldats et gardée par de la technologie militaire chinoise et russe qui semble laisser à désirer. On se prépare dans l'approche. Le feu ennemi est arrivé de toutes les directions. Il a été touché à plusieurs endroits, y compris à la hanche. Sa jambe a été déchiquetée par les tirs. Mais malgré ses blessures, malgré sa jambe déchirée qui l'empêchait de piloter correctement, en fait, on utilise beaucoup ses jambes pour piloter un hélicoptère. Il a réussi à poser les commandos qui ont capturé Maduro. Eric n'a pensé qu'à sa mission. Et alors qu'il se vidait de son sang, l'hélicoptère s'est posé en face d'une mitrailleuse toujours en activité ayant échappé aux avions. Eric a laissé son tireur éliminer la menace. Il a fait son travail, a sauvé la vie de ses camarades en territoire ennemi.
Après avoir atterri, l'hélicoptère, avec tous les commandos, à l'emplacement désigné pour permettre à la mission d'être accomplie. Je crois que la mission aurait échoué si l'hélicoptère n'avait pas été posé à cet endroit. Et Eric a dit à son copilote, qui était aussi blessé, mais moins gravement, prends le manche et je vais m'évanouir. Le succès de cette mission, la vie de ses camarades a dépendu de sa capacité à encaisser une douleur épouvantable. Tout le monde dans l'hélicoptère savait exactement ce qui était en train de se passer. Son sang coulait dans la machine. L'adjudant-chef a réussi à se remettre de ses blessures. Je suis heureux d'annoncer qu'il est ici ce soir avec son épouse Amy, Eric et Amy. Je vous en prie. Nous avons une surprise. Eric, Amy, en reconnaissance de vos actions au combat, j'ai demandé au général Braga de décerner à l'adjudant-chef Slover la plus haute décoration militaire de notre pays, la médaille de la valeur militaire du Congrès. Merci Eric et Amy. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Je les ai rencontrés ainsi que leurs camarades au département de la guerre. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale avec ce nom et puis ensuite on a changé de nom, je ne sais pas pourquoi. D'autres soldats qui ont participé à cette opération seront prochainement décorés à la Maison Blanche. Ce soir, nous avons célébré des grands patriotes américains, mais il reste une légende encore vivante à honorer ce soir. Un aviateur américain héroïque, le pilote de la marine Ross Williams qui a servi dans la Seconde Guerre mondiale, Corée, Vietnam également. Plus de 220 vols de combat. En 1952, Royce a été dans un combat épique dans le blizzard. Son escadrille a été pris en embuscade par 7 chasseurs soviétiques, premier combat aérien de cette guerre, et malgré la supériorité ennemie, il a abattu 4 appareils ennemis et a endommagé les autres. 263 balles dans son appareil. L'histoire s'est tue pendant 50 ans, il a refusé de parler, mais la légende s'est imposée. Ce soir, à 100 ans, ce capitaine de marine reçoit enfin la récompense qu'il mérite. Royce, je vous demande de vous lever et j'ai demandé à la première dame de décorer le capitaine Royce Williams de la médaille militaire du Congrès. Merci Royce. J'ai toujours voulu cette médaille, mais je ne peux pas la décerner à moi-même. Un jour, peut-être. En tout cas, c'est, plaisanterie à part, la plus haute décoration qui peut être décernée. C'est un honneur que d'être ici à vos côtés. 250 ans, c'est long dans l'histoire d'une nation. Mais en fait, ce n'est qu'un instant aux yeux de l'histoire. Nous avons rencontré 2 hommes ce soir qui ont pris leur premier souffle il y a un siècle, le 4 juillet 1826, l'auteur de la Déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson, qui a expiré son dernier souffle. Cela le sépare d'un autre géant qui a déclaré... cela le sépare d'un autre héros qui est avec nous ce soir. Dans ces quelques chapitres, les États-Unis ont bâti cette nation à partir de 13 petites colonies jusqu'à devenir la plus grande nation de l'histoire de l'humanité, la plus grande nation, la plus puissante, celle qui réussit le mieux de toute l'histoire de l'humanité. L'expérience américaine a permis de créer un grand pays sur une terre sauvage, en repoussant une frontière très belle mais très dangereuse dans le Far West. Recouvrant des plaines et des marécages, nous avons créé les plus grandes villes du monde. Ensemble, nous avons maîtrisé les plus grandes industries, nous avons lutté contre la tyrannie et nous avons libéré des millions de personnes des chaînes du fascisme, de la tyrannie. Les États-Unis ont permis de mener aux cieux l'humanité et nous avons également lancé des fusées qui
ont pu atteindre l'espace grâce à notre fierté. Nous avons présenté au monde notre ingéniosité, nous avons captivé la planète par notre culture américaine et aujourd'hui, nous sommes pionniers dans la nouvelle grande percée américaine qui va transformer la face du monde. Tout cela et bien plus de choses, c'est la marque que nous laissons dans l'histoire, c'est le résultat des grands patriotes qui ont bâti et défendu ce pays et qui encore aujourd'hui incarnent l'espoir et la liberté de l'humanité. Pendant des années, ces personnes ont été oubliées, laissées pour compte, mais cette grande trahison est oubliée et du passé, nous ne les oublierons plus. Le monde a besoin de courage, d'audace, de vision et le monde se tourne vers les États-Unis. Et lorsque Dieu a besoin qu'une nation incarne ses miracles, il sait exactement vers qui se tourner. Il n'y a aucun défi auquel que les États-Unis ne sont pas capables de relever. Il n'y a pas de rêve trop audacieux pour chasser. Il n'y a pas d'horizon trop lointain pour nous. Notre destin a été écrit de la main de la Providence et ces 250 premières années ne sont que le début. Des petites villes du Texas jusqu'aux grandes villes du Michigan, des côtes ensoleillée de la Californie à la côte est, de Philadelphie jusqu'à Washington DC, la capitale de notre nation. L'âge d'or des États-Unis est aujourd'hui. Nous avons commencé notre histoire en 1776. Notre histoire se poursuit, ne s'arrête pas car la flamme de la liberté et de l'indépendance continue à briller fort dans le cœur de chaque patriote américain. Notre avenir sera plus beau, plus grand, plus glorieux que par le passé. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis.